Kevin, on y va. Nouvelle conférence avec l'ESJ Pro Entreprise. Entreprise communiquer de manière efficace avec les médias, c'est ce que va nous développer Éric Vinet, le directeur adjoint de l'ESJ Pro Entreprise. Et à l'issue de cette conférence qui sera filmée et diffusée en streaming sur YouTube, vous tapez Eureka, vous aurez le plaisir de partager et de poser vos questions en direct autour d'un cocktail qui vous sera offert juste derrière l'espace conférence après l'intervention d'Éric Vinet. Je vous laisse la parole, Éric. Merci. Merci, Laurent. C'est un bon teasing de vous inviter à venir boire un coup à la sortie. Bonjour à tous, bienvenue. J'allais presque vous dire ravi de vous retrouver puisque l'an dernier, pour la première édition du Salon Eureka, nous étions déjà là. Alors cette fois-ci, nous allons prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, pour essayer de vous expliquer, peut-être vous convaincre, pourquoi vous, en tant que chef d'entreprise, acteur économique, vous avez intérêt à communiquer avec les médias. Et évidemment, dans ce quart d'heure-là, on essaiera de voir comment bien communiquer avec les médias. Ça va être assez simple, assez ludique si possible. La première des choses, malgré tout, c'est la moindre des politesses, c'est de se présenter, de me présenter, ou plutôt de nous présenter. Pour moi, c'est assez simple. Je m'appelle donc Éric Vinet, je suis directeur adjoint de ESJ Pro Entreprise. Et quand je dis nous présenter, c'est présenter ESJ Pro Entreprise, vous expliquer pourquoi nous avons légitimité de parler de communication vis-à-vis des médias. Puisqu'à la base, ESJ veut dire École supérieure de journalisme. C'est celle de Lille, c'est l'une des plus anciennes écoles de journalisme de France. C'est d'ailleurs l'école qui a été la première reconnue par la profession, puisqu'il n'y a que 14 formations, 14 écoles qui sont reconnues. Donc à la base, il y a une école de journalisme, l'ESJ de Lille. Il y a une vingtaine d'années, il y a une structure qui a été créée, une émanation qui s'appelle ESJ Pro. Cette émanation, vous allez aussi comprendre la pertinence de notre venue ici, est aujourd'hui une filiale. C'est un centre de formation, mais c'est aussi une filiale du groupe Centre France. Donc on a toutes les bonnes raisons du monde d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous le disais, ESJ Pro, c'est donc un centre de formation. Nous avons 3 activités. ESJ Pro Campus, nous formons les jeunes, des jeunes à devenir journalistes. C'est le côté étudiant. On les forme par alternance, à la différence de nos grands frères de Lille. ESJ Pro Média, nous formons des journalistes en activité à se perfectionner, c'est de la formation continue. Et la 3e branche de ESJ Pro, c'est celle pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est ESJ Pro Entreprise. On forme ce que l'on appelle le public hors presse. Les gens qui veulent apprendre à communiquer, mais qui ne veulent pas devenir journalistes, qui sont soit des acteurs économiques, des acteurs politiques. On les forme à la communication par le prisme de ce qui est notre ADN, c'est-à-dire le journalisme. En clair, pour communiquer avec les journalistes, pendant un quart d'heure, je vais vous amener de l'autre côté du miroir, vous faire comprendre quels sont les besoins, les attentes des journalistes et comment vous allez pouvoir les intéresser. Alors, on a, pour faire simple, encore 15 secondes, en fait, 5 activités. Je vous ai dit qu'on était un centre de formation. On propose des formations, nous, sur les thématiques de prise de parole en public, sur du média training, c'est-à-dire comment répondre à un journaliste face caméra ou lors d'une interview, sur la communication de crise, on en avait parlé l'an dernier, il peut vous arriver quelques soucis et on est là pour vous aider au cas où. On fait des formations de techniques d'écriture. Les techniques d'écriture, c'est savoir bien rédiger un communiqué de presse, savoir envoyer un document, savoir éditer un dossier de presse. Et puis des formations au web, au multimédia, parce que c'est devenu incontournable, savoir utiliser notamment les réseaux. Donc voilà les raisons et le périmètre de ESJ Pro Entreprise, et ce qui fait que l'on a légitimité pour vous expliquer comment communiquer avec les médias. On va revenir très rapidement à la base maintenant. Pourquoi communiquer? Même lorsque vous êtes dans une communication personnelle entre deux personnes, qu'est-ce qui vous motive pour communiquer? Quels sont vos objectifs? En règle générale, c'est pour expliquer ce que vous avez à dire et si possible pour convaincre. Eh bien, communiquer vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des médias, vis-à-vis d'acteurs, lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous avez en plus un intérêt supplémentaire, vous allez en retirer des bénéfices. Il y a une enquête qui a été menée pendant 10 ans par une étude par l'association des agences conseil en communication dans les années 2000, qui a montré que les ventes des produits et des services des entreprises qui communiquaient à l'extérieur
augmenté suivant les secteurs de 26%, donc quasiment un tiers, jusqu'à 66%. Alors qu'on soit clair, lorsque je parle de augmentation des ventes grâce à de la communication, souvent ça passe par le biais de communication publicitaire. Avantage, c'est assez efficace. Inconvénient, c'est cher. Donc si vous n'avez pas les moyens d'avoir un budget publicitaire, il y a une autre voie qui est gratuite, c'est de communiquer, de faire savoir vis-à-vis des médias quel est votre produit, quels sont vos atouts et vos avantages. Comment communiquer? Très simplement. Il faut que vous ayez un message qui soit simple, qui soit clair, précis et évident. On va le voir, il va y avoir en fait deux notions à retenir de ce petit quart d'heure pour bien et mieux communiquer vis-à-vis des médias, voire même dans l'absolu vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires. La première question que vous devez vous poser, c'est quelle est mon information? Certes, vous avez un produit, une activité, une actualité, vous avez beaucoup de choses à dire, mais la contrainte des médias va faire en sorte que vous soyez obligé de définir, si possible, un message. On va le voir dans quelques instants. Quelle est mon information? Quels sont mes moyens? C'est-à-dire, par quel biais je veux communiquer vis-à-vis des médias? On reste cette fois-ci dans la communication médiatique. Est-ce que j'ai des moyens financiers qui me permettent de faire une conférence de presse, de faire un dossier de presse, d'envoyer tout ça aux journalistes, de les inviter, pourquoi pas, à déjeuner? Ou est-ce que je veux juste faire un communiqué de presse que j'envoie pour relater d'une activité, et puis après j'espère qu'ils viendront m'interviewer? Là on est dans la communication proactive. On va voir aussi quels sont vos moyens lorsque vous subissez la communication des journalistes, lorsqu'ils viennent frapper à votre porte pour demander une interview. Posez-vous la question de quelle est votre cible. Si vous êtes sur la région Auvergne et que vos clients sont auvergnats, il vaut mieux que vous communiquiez vis-à-vis des journalistes de la montagne que d'essayer de capter l'attention des gens de TF1, de CNN. Voilà, il faut toujours savoir qui on cible au niveau du public pour savoir quel journaliste on va chercher. Ça paraît une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on veut chercher beaucoup plus large et on n'en a pas forcément les moyens. Il faudra élaborer un plan média, on ne va pas venir là-dessus aujourd'hui parce que c'est assez complexe, mais ça nécessite une préparation. On ne communique pas au hasard. Donc, je vous avais proposé de passer de l'autre côté du miroir. En gros, en un quart d'heure, on va vous montrer comment se déroule l'activité des médias. Ce que l'on apprend à nos jeunes journalistes, on va essayer de vous le donner en quelques minutes. Alors, pour communiquer avec les médias, la première chose, c'est de bien les connaître. Ça commence par les différentes familles de médias qui sont évidentes. Il y a la presse écrite, il y a la radio, évidemment la télévision, et depuis quelques années, il y a le média Internet. 4 secteurs que l'on peut regrouper finalement en 3 familles. La presse écrite d'un côté, la radio, la télévision de l'autre, c'est ce qu'on appelle les médias audiovisuels, et puis Internet. Pourquoi je les sépare en 3 familles? Parce que chacune a des codes d'écriture, des codes de réflexion, des impératifs et des objectifs différents. On va se focaliser un peu plus aujourd'hui sur la radio, la télévision, ce qui est le plus compliqué. Parce que si vous devez répondre à une interview d'un journaliste de presse écrite, on va regarder la montagne, c'est un échange humain entre 2 personnes et finalement on discute avec lui. Radio-télé, il y a une caméra, il y a un micro sous le nez, il y a le rouge qui s'allume, il y a un peu de pression, c'est un peu plus compliqué. On va parler des objectifs et des contraintes des journalistes. Ce que je vais vous expliquer, lorsque vous avez un message à faire passer, pour qu'il passe bien, dans l'idée, il faut que vous essayiez de vous mettre dans le format journalistique, c'est-à-dire respecter les codes de la profession pour que le journaliste comprenne bien votre message et le retransmette, si possible, dans son intégralité. Pour qu'on soit d'accord sur le principe, je vais vous donner la définition, en tout cas notre définition de ce qu'est un média. Vous allez voir qu'il y a une notion qui est importante. Un média, radio, télé, presse écrite, Internet, c'est un moyen de diffusion des informations. Mais en plus, un média a toujours la volonté, quel qu'il soit, de s'adresser au plus grand nombre. Je pourrais vous l'expliquer, vous le justifier, pour des raisons de prestige, pour des raisons aussi économiques, puisqu'un média vit avec la publicité. Un média a besoin de rassembler un maximum de monde. C'est-à-dire que si vous êtes dans un secteur assez pointu, vous allez vouloir communiquer de façon technique. Or, lorsque vous parlez aux médias, à travers le journaliste, vous parlez au plus grand nombre possible. Et cette notion du plus grand nombre, il faut l'intégrer pour avoir un message qui est pertinent. Alors, pour intéresser les médias, vous devez, je vous l'ai dit, vous positionner dans leur format. Et vous devez savoir surtout que vous ne pouvez pas malheureusement fixer les règles du jeu. Alors rassurez-vous, ce n'est pas non plus le média qui fixe les règles du jeu. Les journalistes les subissent comme vous. Les règles du jeu, ce sont celles des interviews dans leur durée, dans leur ton et dans leur urgence.
un journaliste n'a pas le même timing que vous. Le temps médiatique va beaucoup plus vite que le temps de la société, que le temps des entreprises. Quand je vous disais que vous ne pouvez pas gérer les règles du jeu, si un journaliste vous contacte, souvent, sur une actualité un petit peu chaude, il va vous demander un rendez-vous pour faire une interview, vous allez regarder votre agenda, oui, je peux mardi 15 à 17h. Il va vous dire non, c'est pas possible. Moi, l'interview, j'ai besoin de la faire aujourd'hui, au plus tard demain. Mais en règle générale, sachez que tous les matins, dans toutes les rédactions de radio, de presse écrite, de télé, il y a ce que l'on appelle des conférences de rédaction. Ce sont des réunions où la rédaction, les journalistes se réunissent pour définir quels sont les sujets d'actualité à traiter pour le journal à venir et comment on va les hiérarchiser, ce qu'on va faire venir avant, après. Je vais vous expliquer un petit peu les techniques et les habitudes. Eh bien, le journaliste, les 3/4 du temps, il n'aura pas le choix. On ne va pas lui demander le sujet pour dans une semaine. Lorsqu'on travaille dans un média comme La Montagne, comme France Bleu, comme France 3, il faut préparer le journal qui arrive, le journal de midi, de 18h ou du lendemain. Ça veut dire que le journaliste est toujours pressé. Et cette accélération en plus du temps médiatique a pris un coup de booster, en plus depuis ces dernières années, avec l'accélération qui vient d'Internet, des réseaux sociaux, avec l'accélération qui vient des chaînes d'information continue, iTélé, BFM, LCI, France Info. Donc le journaliste est toujours pressé. Il est aussi pressé par les formats de diffusion. Ça, c'est très important pour vous de comprendre. Si votre projet, votre entreprise, c'est votre bébé, vous l'avez monté, ça a pris 3 ans, vous avez un projet, une actualité qui est riche, vous pouvez faire une thèse sur votre actualité, sur votre produit, votre service, vous pouvez en parler pendant des heures. Manque de chance pour vous, une interview avec la presse audiovisuelle va durer entre 3 et 5 minutes à l'enregistrement, va être au maximum en temps de diffusion à l'antenne sur 1 minute. Et 1 minute, vous avez là le Graal, si tant est qu'il n'y ait que vous qui parlez. Une interview, c'est-à-dire qu'on n'entend que votre voix. Si le journaliste est venu vous voir pour vous parler, pour vous faire intervenir dans un reportage où il y aura plusieurs intervenants, en fait, vous n'aurez que 15 à 20 secondes pour vous exprimer. 3 ans de travail, 20 secondes. Vous voyez le challenge ? D'où la difficulté de préparer et d'appliquer des règles. Et on va y venir évidemment tout à l'heure. Le journaliste n'a pas le choix. Je pourrais vous expliquer, on aura un petit peu de temps tout à l'heure, vous l'avez compris, autour d'un cocktail. Je vais vous expliquer pourquoi on est schizophrène. Pourquoi, pour parler de la crise des subprimes ou de la crise en Syrie, on va faire des papiers qui vont faire entre 30 secondes et 1 minute, alors qu'on pourrait en parler pendant des heures. Toujours pour la même notion de garder un maximum de monde de l'autre côté du poste, du journal ou de l'écran de télé. Donc on est pressé par les formats. Donc vous serez pressé par les formats. Vous n'aurez que 3 minutes pour faire l'interview, 30 secondes à 1 minute pour bien vous exprimer. Alors, pour comprendre l'interview, bah oui, il faut comprendre celui qui l'amène, le journaliste. Donc, il y a une chose, le journaliste ne réalise pas une interview pour vous faire plaisir. Il ne fait pas non plus l'interview pour faire plaisir à son patron, le rédacteur en chef ou le patron du journal. Il fait l'interview pour qu'elle soit la plus intéressante pour son public et pour le maximum de monde dans son public. Eh bien, il faut que vous ayez, pour vous, la même réflexion, la même préoccupation. Parce que lorsque vous allez parler aux journalistes, vous n'allez pas parler en fait à la presse, vous allez parler au public, à son public qui est derrière. Et le but pour vous, c'est de convaincre, de communiquer avec un maximum de personnes. Et ce n'est pas facile de se dire qu'il faut communiquer au grand public. La deuxième chose sur le journaliste, comme ça vous les connaissez très bien, ces phénomènes, le journaliste est rarement spécialiste, mais il est désespérément curieux et surtout toujours pressé. Je vais vous expliquer cette phrase. Il est rarement spécialiste parce que, sauf dans les grands médias type France 2 ou autres, où on a des services justice, services politiques, services économiques, dans les médias, on va prendre France Bleu, Pays d'Auvergne, ici, il y a 7 à 10 journalistes. Et le matin, lorsqu'ils arrivent dans ces fameuses conférences de rédaction, ils ne savent pas sur quel sujet, sur quelle thématique ils vont partir. Ça peut être de la politique, ça peut être du fait divers, ça peut être du social, ça peut être de l'événementiel, de l'environnement. Donc ils ont la même connaissance que monsieur et madame tout le monde. Donc finalement, vous pensez parler à des gens super érudits, vous parlez à monsieur, madame tout le monde, à votre voisin. La seule différence, c'est qu'il est désespérément curieux. De par son métier, le journaliste, à l'habitude, sait comment se renseigner, trouver l'information. C'est aussi important pour vous, parce que le jour où on vous contacte pour parler d'un sujet, vous allez vous dire oh, ça ne m'intéresse pas, puis j'en parle pas, comme ça si j'en parle pas, il n'y aura pas d'infos. Dites-vous que le journaliste saura trouver d'autres interlocuteurs ou d'autres sources d'informations si besoin.
On dérive un petit peu sur de la com de crise. Là. Et il est toujours pressé, je viens de vous de l'expliquer. Hein. Il n'a qu'en général une demi-journée ou quelques heures pour faire son article, son reportage. Et il n'a que quelques minutes lui aussi pour la durée de ce reportage. Une notion importante, honnêtement, si vous retenez aussi une chose aujourd'hui, c'est peut-être celle-ci, c'est que l'interview, ce n'est pas un duel, mais un échange. Je sais, vous avez forcément des a priori sur les médias, sur les journalistes, et vous avez souvent raison. Mais pour autant, le journaliste a lui aussi intérêt à ce que vous soyez ce que l'on appelle des bons clients. Donc s'il vous rencontre, il adorera que vous soyez clair, net, précis, que vous ayez vraiment votre message identifié, que vous ayez quelque chose à lui dire de pertinent et d'intéressant pour son public. Il préférera avoir quelqu'un qui parle, qui arrive à vulgariser les choses, qu'un scientifique hyper technique, hyper pointu, mais que le grand public ne pourra pas comprendre. Il y a donc deux notions fondamentales dans le traitement de l'information qui peuvent vous servir, que vous ayez à communiquer avec des journalistes de presse écrite, de radio ou de télévision. La première, vous allez voir, elle est très gaie, c'est ce que l'on appelle chez nous les lois de proximité dans le monde journalistique. C'est ce qui va permettre de faire que l'on va retenir ou écarter un sujet que l'on nous propose et que l'on va le placer plus ou moins haut dans la hiérarchie du journal, à la une ou dans la dernière page. Ça va permettre pour vous de comprendre comment vous allez pouvoir susciter l'intérêt avec vos informations vis-à-vis des rédactions. Et la deuxième notion, elle est primordiale, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le message essentiel. Alors j'ai développé rapidement, s'il veut bien, les lois de proximité. Donc ce sont des lois qui régissent l'intérêt que l'on va porter à tel sujet. Pourquoi le matin dans les confs de rédac on va retenir le sujet sur telle entreprise et pas sur telle autre? Eh bien il y a une série de lois de proximité qui existent. La première c'est la loi de proximité géographique, il y a la loi de proximité temporelle, je vais vous en égrener quelques-unes, elles sont assez nombreuses. Si votre sujet ne coche aucune case de ces lois de proximité, il ne sera pas retenu. Plus il va en cocher, plus votre sujet va remonter dans le traitement de l'information. Je vais vous expliquer les deux premières. La loi de proximité géographique. Quand je vous disais qu'on était des joyeux de rire dans le monde du journalisme, entre nous, on appelle ça la règle du mort au kilomètre. Comment intéresser un journaliste? La règle du mort au kilomètre veut dire que tout ce qui est proche va plus vous concerner. Alors, je vais vous le traduire, évidemment. Si dans 3 minutes, je viens à décéder d'une crise cardiaque, ce qu'honnêtement, je ne souhaite pas, mais si je viens décéder dans 3 minutes d'une crise cardiaque, eh bien mon décès va plus vous concerner que la mort d'une personne que vous ne connaissez pas, qui aura le même profil que moi, le même âge, et qui va décéder d'une crise cardiaque à 1 kilomètre de là. Et la mort de cette personne, de cet homme qui va mourir d'une crise cardiaque à 1 kilomètre de là, va plus vous concerner, vous intéresser que la mort de 10 personnes à 10 kilomètres, de façon identique de 100 personnes à 100 kilomètres, de 1000 personnes à 1000 kilomètres. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, on ne se connaît que depuis 5 minutes, d'ailleurs je ne sais pas si on se connaît vraiment, mais si je viens mourir dans quelques instants d'une crise cardiaque, ma mort va plus vous toucher que la mort des 200 000 victimes du tsunami de 2006 qui s'est passé en Asie, si dans ces victimes vous ne connaissiez personne. Parce que ce qui est proche vous concerne plus. De façon identique, la loi de proximité temporelle fait que la dernière information chasse une autre information. Le matin à la machine à café, vous vous dites « Oh, tu es au courant de la dernière ?» Eh bien, c'est toujours la dernière information qui va devenir plus importante. Comment on gère ce genre de choses? On n'y réfléchit plus, hein, c'est comme faire du vélo, on le sait automatiquement. Mais en clair, un fait divers qui va se passer à Clermont-Ferrand eh bien, va intéresser les médias auvergnats. La montagne va en parler. Par contre, ce n'est pas sûr que vous retrouviez ce fait divers dans les dernières nouvelles d'Alsace ou dans le Courrier Picard. Parce que géographiquement, ça sera trop loin de leur public. De façon identique, quand je vous disais que le temps médiatique n'était pas le même que le temps de l'entreprise, vous avez travaillé très dur sur votre projet, 3 ans d'études, des millions investis pour sortir votre projet, et puis avant d'en parler, vous avez voulu le tester. Il est sorti au mois de mai, vous voulez en parler maintenant. Le problème, une info chasse l'autre. Pour le journaliste, si ça a 6 mois et que c'est déjà actif et qu'on a déjà utilisé, j'ai eu le cas de figure, pour la semaine dernière, j'étais avec une collectivité territoriale qui voulait inaugurer un collège. Sauf que le collège, en fait, il voulait juste couper le ruban et donner le nom au collège. Mais le collège était utilisé depuis 2014. Ils n'ont pas eu un média. Parce qu'en fait, l'intérêt pour eux, c'était de dire que le collège allait être baptisé. L'intérêt pour les médias, c'est lorsqu'on ouvre les portes qu'il y a des profs et des élèves. Voilà. Donc, à vous de vous poser la question lorsque vous allez vouloir, entre guillemets, vendre votre information aux journalistes. Est-ce que déjà, je parlais tout à l'heure de cible, est-ce que ça sert à quelque chose que je parle de mon actualité à TF1 ou à France 2 ?
J'ai peut-être plutôt intérêt de faire du régional ou du local. Allez, il y a plusieurs règles, on ne va pas les passer. Et puis je vais parler de la deuxième règle, le message essentiel. Donc, je vous ai dit, vous aurez 30 secondes à 1 minute pour parler. Ce qui veut dire que si vous voulez parler de la totalité de votre activité, de votre projet, de vos ambitions, vous n'aurez pas le temps. Donc, vous avez, pour être efficace, l'obligation, je suis désolé, d'attaquer par le message essentiel, c'est-à-dire de définir vous-même, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux dire? Ça doit pouvoir se résumer en une phrase. Et si je peux vous aider, vous pouvez même retourner cette phrase, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Et parfois, ce que je veux dire, est-ce que les gens vont retenir, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux dire? Et quand je dis que ça doit tenir dans une phrase, c'est que, je vais vous donner un parallèle que mes amis journalistes n'aimeraient pas trop, c'est la publicité à la télé. Vous ne vous êtes jamais interrogé, ça dure 30 secondes une pub télé. Ben, dans une pub Coca-Cola, vous n'avez pas Coca-Cola, buvez, c'est désaltérant, Coca-Cola, buvez, ça fait jeune, Coca-Cola, buvez, c'est frais, Coca-Cola, on a 150 ans. Il y a un seul message, un seul slogan. Parce que pour toucher les gens, il vaut mieux communiquer sur une chose que communiquer de façon diverse et variée. En parallèle, petite info décalée, il y avait des études qui sont faites sur l'audience des journaux télévisés, le journal de 20 heures. Eh bien, le journal de 20 heures, 35 minutes aujourd'hui, ça dure 35 minutes, entre 17 et 20 sujets diffusés. Les gens retiennent une information, virgule 2. Alors, je ne sais pas où on place le virgule 2, mais en gros, sur plus d'une demi-heure d'infos, ils retiennent une info. Donc, autant vous dire qu'il faut être pertinent et percutant pour retenir l'attention. Alors là, je vous ai parlé du message essentiel. D'ailleurs, avec le message essentiel, on va le voir tout à l'heure, vous allez être, si possible, dans l'obligation d'inverser votre façon de raisonner par rapport à tout ce qu'on vous a appris à l'école depuis que vous êtes petit. Je vais y venir. Là, je vous dis que vous pouvez être aussi proactif parce que on discute jusqu'à présent de la communication que vous pouvez avoir si un journaliste vient vous voir. Mais vous pouvez aussi décider de communiquer vis-à-vis des journalistes de vous-même. Donc je vais vous donner par exemple des règles sur un document de presse, ce qu'on appelle un communiqué de presse ou un dossier de presse. Il y a quelques règles à respecter. Déjà, si vous faites un communiqué de presse, il vaut mieux qu'il soit toujours titré pour que justement le journaliste identifie ce que vous avez à dire. Votre communiqué doit évidemment comporter votre message essentiel. Votre message doit se trouver dans ce qu'on appelle le chapeau. C'est le premier paragraphe qui arrive juste derrière le titre. Comme ça, le journaliste identifie très vite ce dont vous voulez parler. Et puis, évidemment, c'est comme une histoire. Il faut savoir la raconter. C'est comme à l'école, il faut savoir avoir une progression. Donc, vous avez plusieurs possibilités de plans. Vous pouvez aller de l'essentiel au moins important en rentrant dans les détails, ou vous pouvez faire ce qu'on appelle le plan type recette de cuisine, énumérer les différents avantages de vos services. Sachez que justement, puisqu'on parle d'inversion, je vous parlais de l'essentiel, il faut écrire des phrases courtes et précises, je suis allé un peu vite. Là aussi, notamment en radio, en télévision, vous n'aurez pas de support. Vous savez ce que vous voulez dire, mais les gens, c'est le cas aujourd'hui, vous n'avez pas le texte, vous ne savez pas, vous pouvez pas, si je dis une phrase trop compliquée avec 3 subordonnés, des nonobstant, des néanmoins, des pourquoi, vous allez vous perdre dans la structure de la phrase. De façon identique, il ne faut pas utiliser des mots trop savants. Il faut parler simple. D'ailleurs, à nos jeunes journalistes, on leur dit que lorsqu'ils doivent présenter un journal en radio, on leur demande de retourner au CE2. On leur demande de nous faire des phrases sujet, verbe, complément, point. Et s'il y a une subordonnée, on leur dit vous enlevez le qui, le quoi, le pronom, vous mettez un point et vous recommencez une phrase. Ça permet aussi de respirer. De façon identique, donc, dans vos communiqués, vous écrivez court. Et je viendrai tout à l'heure sur la notion d'inverser votre raisonnement. Dans un communiqué de presse, il y a aussi des éléments indispensables qui doivent toujours se retrouver. Si vous avez à en écrire un jour, si vous voulez communiquer avec les journalistes, on vous donne un petit peu les secrets et les astuces. Il doit évidemment y avoir un en-tête, c'est-à-dire qu'on puisse identifier sur la feuille quelle est la personne, l'entreprise qui communique avec nous. Il faut qu'il y ait un titre, ça je vous l'ai dit. Un sous-titre, c'est le fameux chapeau dans lequel vous aurez votre message essentiel. Le corps du communiqué, clairement, c'est le texte que vous avez à écrire, qui doit tenir logiquement sur une page recto. Un communiqué n'est pas une thèse. Il faut qu'il y ait un contact pour la presse. Une fois que vous leur avez envoyé ça, si ça les intéresse, il faut qu'ils puissent vous joindre. Donc ne jamais oublier le contact. Et dans la mesure du possible sur un communiqué, vous rajoutez quelques lignes en bas, ce qu'on appelle l'info corporate. C'est quelques renseignements sur votre société. Que faites-vous? Notre activité, c'est ça, notre adresse, elle est là, on a X personnes, on existe depuis tant de temps. Pour qu'on réussisse à recontextualiser ce que vous faites, votre actualité.
Voilà, évidemment, ça ne suffit pas. On pourra vous expliquer s'il y a besoin un jour comment on rédige un communiqué de presse pertinent. Donc là, j'étais dans la communication proactive avec des éléments de presse. Je vais revenir à mon interview dont on parlait tout à l'heure, une interview radio ou télé. Les lois de proximité qui vont vous permettre d'accrocher les journalistes, et l'essentiel, c'est le message qu'il va falloir que vous identifiez pour être percutant. Et vous allez devoir faire court. Alors pourquoi vous avez cette obligation de faire court? Au-delà de la durée même, je vous rappelle que vous aurez entre 30 secondes, 1 minute, 3 minutes pour vous exprimer au maximum. Vous allez avoir l'obligation de faire court parce que dans un discours, lorsque vous allez prendre la parole, c'est toujours le début qui est important. Et plus vous allez rajouter des mots dans vos phrases, eh bien, moins ces phrases seront comprises. Donc si vous faites des phrases très longues avec beaucoup de subordonnés, eh bien, on va perdre, à vouloir se concentrer, on va perdre l'intérêt de la phrase. De façon identique, si vous faites un discours de une demi-heure sans support, sans bouger la voix, les gens auront du mal à vous suivre. Si vous dites la même chose en 5 minutes, vous avez plus de chances de les accrocher. Donc l'essentiel d'abord, pour ces messieurs qui aiment le foot, je suis désolé, une référence non pas au rugby mais au foot, et du côté du sud de la France, il y a un petit club qui s'appelle l'Olympique de Marseille, ils ont un slogan, c'est marqué sur leur maillot, il y a marqué « droit au but ». Ben, en communication, c'est pareil, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps d'attendre, d'accord? Il va falloir communiquer d'emblée. Une autre raison pour laquelle il faut faire des phrases courtes, c'est une étude du CNRS qui a étudié la communication entre deux personnes, pas la communication journalistique, la communication entre deux personnes. Si votre phrase fait 12 mots, vous avez des chances que 100% de votre message soit compris. Et plus vous allez rajouter des mots, plus votre phrase va être longue, plus vous allez perdre en percussion du message. À 13 mots, vous avez plus que 90%. À 24 mots, vous êtes à 50%, c'est-à-dire que lorsque vous avez doublé votre phrase. Et si vous faites une phrase très longue, vous allez passer à 30% uniquement. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas vous entendre et vous comprendre, mais vous compliquez finalement votre communication. Donc faites court, faites simple. Autre point important, je vous l'ai dit, savoir vulgariser son discours. Alors vulgariser, ça ne veut pas dire être vulgaire et dire yo toutes les 15 secondes, hein, on est clair. C'est utiliser des mots que tout le monde peut comprendre. Rappelez-vous ma définition du départ. Un média, c'est un moyen de diffusion des informations au plus grand nombre. Donc il va falloir faire en sorte que tout le monde puisse me comprendre. Je vais parler politiquement correct jusqu'au moins érudit. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je mette mon niveau de langage à la portée de tous. Ce que l'on fait en général lorsqu'on parle avec des gens importants des médias, on va avoir envie de bien parler pour montrer à son patron, pour montrer à ses collègues, je m'exprime bien, je suis technique, je connais bien le dossier. Sauf que là, lorsque vous allez vous exprimer face caméra, eh bien les gens, je veux dire les prix Nobel et les érudits vont vous comprendre. Monsieur, madame, tout le monde aura du mal. Donc on ne parle jamais aussi bien que lorsque l'on parle simplement, avec des mots simples. Dès qu'il y a un mot compliqué, essayez de faire l'effort de le remplacer par quelque chose ou de l'expliquer en une phrase. On est déjà à la fin. Je vais quand même vous expliquer la notion que je souhaite que vous reteniez au-delà du message essentiel. Depuis que vous êtes petit, ou quand vous étiez petit, à l'école, et notamment pour ceux qui ont fait des études scientifiques, on vous expliquait que quand vous deviez prendre la parole ou faire un devoir, il fallait d'abord poser le contexte pour arriver à la fin au constat. Je parle d'études scientifiques parce que c'est probant. Dans les études scientifiques, on vous dit de poser tous les éléments et d'arriver au fameux CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc l'information, le message, comme on vous l'a appris à l'école, c'est de donner d'abord toutes les informations périphériques et d'arriver au message important à la fin. Eh bien en communication, c'est totalement l'inverse. On commence par donner son message, la phrase qui est importante pour vous, ma société, et la meilleure société du monde. Voilà, si c'est ça votre message essentiel, vous commencez par ça. Vous ne commencez pas à expliquer pourquoi, vous commencez par votre message essentiel et après vous allez expliquer. Et ce message essentiel, je vous comparais tout à l'heure ça à une sorte de slogan, eh bien vous pouvez vous en servir pour le répéter au fur et à mesure de votre intervention avec les journalistes. Je vous parle de communication médiatique, ça s'applique aussi bien dans une réunion de travail, une réunion avec des collègues, une réunion publique, une réunion avec des élus. Vous pouvez appliquer exactement la même technique. J'en termine avec mes bonnes questions. En fait, c'est la checklist du pilote d'avion avant de décoller. Ben, c'est un petit peu ce que vous devez voir ou vous rappeler avant de communiquer avec un média.
Avant de voir un journaliste, posez-vous la question, quel est mon message? Qu'est-ce que je veux dire? Et il faut que vous l'identifiez. Si vous y allez sans l'identifier, vous risquez de parler de trop de choses et le journaliste ne va pas forcément retenir la même chose que ce que vous souhaitez. Il risque d'y avoir un décalage. Quel est mon message? Mais vous n'allez pas parler de votre phrase pendant 30 secondes en la répétant, répétant, répétant. Donc, posez-vous la question, quelles sont les 3, 4, 5 informations importantes qui argumentent ce message? Et dans ces informations importantes, attention, il faut qu'elles soient intéressantes pour vous, mais n'oubliez pas que vous ne communiquez pas pour vous. Vous communiquez pour le public qui est derrière les journalistes. Donc, c'est se dire quelles sont les 4, 5 informations intéressantes pour moi en tant qu'entreprise, mais également pour le public qui va m'écouter. Et une fois que vous avez fait ça, parce que vous n'êtes pas forcément ou naturellement des communicants, posez-vous la troisième question. Ok, je sais ce que je veux dire, le fond. Comment je le mets en forme pour bien le dire? Pour le dire de façon claire, simple et précise. Donc c'est là que je retravaille sur mon vocabulaire, sur mes phrases qui éventuellement sont trop longues. Je vous invite évidemment à vous entraîner devant une glace. Et maintenant avec n'importe quel smartphone, on peut même se filmer et se regarder. Donc débriefer après. Ensuite, si vous devez rencontrer des journalistes, je suis obligé de vous le dire, mais les journalistes, on a aussi un cerveau. Ça paraît surprenant, mais on sait aussi l'utiliser. Il vient faire son job lorsqu'il vient faire une interview. Oui, je sais, on en doute. Un journaliste qui vient faire une interview, il vient aussi faire son boulot, donc il vient aussi poser des questions. Donc vous avez votre message à délivrer, d'accord, mais lui il va vous poser des questions. Et le journaliste pose souvent des questions que moi j'appelle des questions crédit agricole. Vous vous rappelez du slogan du Crédit Agricole? Le bon sens près de chez vous. Ben, c'est des questions de bon sens qu'il va vous poser. Combien ça coûte? Y a-t-il eu des précédents? À quoi ça sert? Quels sont les avantages? Quels sont les risques? En fait, il va se poser, je vous ai dit, c'est monsieur, madame, tout le monde, le journaliste. Il va se poser les questions que se poseront les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs de l'autre côté, une fois qu'ils auront reçu l'information. Donc, je vous invite à préparer, à vous poser vous-même ces questions avant. C'est quand même plus facile d'y répondre lorsque vous avez déjà la question. Donc, posez-vous ces questions et ça va vous permettre de préparer et voire même de synthétiser votre message. Dernier point, quelles sont mes limites? Ok, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes votre patron, tout va bien. Vous avez votre propre parole et personne ne va rien vous dire. Mais si vous êtes responsable ou directeur régional d'une grande société nationale et que vous êtes à Clermont, si vous commencez à vous exprimer, je ne sais pas moi, sur l'élection de Trump et que du coup, ça serait idiot d'aller investir aux États-Unis aujourd'hui, demain dans la presse, ils ne feront pas forcément le distinguo, ils ne diront pas le directeur régional a dit que, ils diront la société. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous représentez toute votre société. Donc c'est pour ça quelles sont mes limites, c'est une question à se poser. Et vous n'êtes pas non plus obligé de répondre à tout à un journaliste. Vous pouvez lui dire non, je n'ai pas la réponse à cette question, ou je vous invite à contacter le service de presse. Voilà. Puisque si vous êtes dans une grosse société, il doit y avoir un service de communication. Donc si vous vous posez toutes ces questions, logiquement, déjà, vous êtes un peu plus préparé à rencontrer et à réaliser une interview, sachant que, en général, ce qui fait peur dans ces rendez-vous-là, c'est qu'on se demande, suis-je légitime, que vais-je dire, comment ça va se passer? Ben, c'est aussi un garde-fou pour le stress et la peur. Vous aurez préparé votre intervention et vous serez logiquement plus efficace. Voilà, je vous ai donné en un quart d'heure ce que l'on donne en général en une journée ou deux. C'est du concentré. Si vous avez mal à la tête, j'ai quelques Doliprane derrière. Si vous avez quelques questions, je peux en prendre là, ou s'il n'y en a pas, on peut après aller discuter tranquillement. Hein. Applaudissements pour Éric Vinet, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, directeur adjoint de l'ESJ Pro Entreprise. Apprenez à communiquer efficacement, c'est ça. Il faut être concis et exhaustif, et c'est une gageure pour tout le monde.